Bonjour à tous, merci de m'avoir invité et merci au comité d'organisation de son accueil très chaleureux. Donc je vais vous parler de bronchoscopie interventionnelle. Ça va être un survol parce que cette partie de la pneumologie est en train d'exploser et on ne peut pas tout envisager sur un temps aussi court. Donc on va parler d'abord de la première chose qui est l'obstruction tumorale des voies aériennes, des problèmes des fistules, des tumeurs bénignes et à malignité atténuée, des corps étrangers, des sténoses bénignes, des nodules pulmonaires périphériques avec maintenant des approches intéressantes thérapeutiques, et puis du nouveau champ d'application de la bronchoscopie interventionnelle qui sont les pathologies obstructives avec l'asthme et la BPCO. En pathologie tumorale, chez un patient qui a un cancer non opérable obstructif symptomatique, la bronchoscopie interventionnelle doit toujours être proposée préalablement à la chimiothérapie, à l'irradiation ou à tout autre traitement, que éventuellement ce traitement soit un traitement palliatif. On a deux types d'obstruction d'une grosse voie aérienne, soit une tumeur obstructive qui pousse à l'intérieur de la voie aérienne, soit une compression extrinsèque de cette voie aérienne. En fait, souvent, on a une combinaison un petit peu des deux. Dans une situation où il y a une tumeur qui pousse à l'intérieur de la voie aérienne, le traitement va être basé sur la résection mécanique de cette voie aérienne avec le bronchoscope, comme vous allez le voir sur cette petite vidéo, où ici vous avez une tumeur de la trachée sous les cordes vocales. Et cette tumeur, on va d'abord vérifier que la voie aérienne en dessous est bien libre et que l'axe de la trachée n'est pas. Et ensuite, on va donc couper avec le bec du bronchoscope cette tumeur pour obtenir en quelques secondes ce résultat que vous allez voir et qui évidemment va très nettement améliorer la fonction respiratoire du patient pour lui permettre ensuite de bénéficier d'autres traitements. Quand on se retrouve dans une situation de compression extrinsèque, on va mettre une prothèse à l'intérieur de la voie aérienne. Cette prothèse va permettre de tenir ouverte cette voie aérienne, comme vous voyez ici. Alors on a plein de sortes de prothèses différentes, des prothèses silicone, des prothèses métalliques couvertes, des prothèses bifurquées, par exemple ici des prothèses pour protéger la lobaire supérieure et le tronc intermédiaire. Ici des prothèses métalliques entièrement couvertes comme on peut les avoir en ce moment. Le but étant bien sûr, par exemple face à une compression de carène comme ceci, de restaurer en quelques secondes la ventilation bilatérale. Ces prothèses peuvent être posées de façon palliative en cas de compression de la voie aérienne, mais nous avons démontré récemment dans ce protocole qu'on appelle le protocole SOC, et qui était un protocole qui randomisait la mise en place ou pas d'une prothèse après des obstructions. Vous voyez ici le bénéfice en termes de dyspnée, hein, c'est une échelle analogique en 10, donc la dyspnée des patients était aux alentours de 7. Après la désobstruction, elle s'améliore énormément, mais le maintien d'une dyspnée modérée est beaucoup améliorée par la mise en place d'une prothèse qui va protéger plus longtemps la voie aérienne. Ici, c'est une étude sur 12 mois chez des patients ayant un cancer bronchique primitif non opérable. L'endoscopie interventionnelle va permettre de lever l'obstruction bronchique, et cette obstruction bronchique est en elle-même un facteur de mauvais pronostic. Vous voyez ici, dans ces deux études, ici avec la cryothérapie, ici avec le laser, que la survie des patients qui ont été désobstrués est nettement meilleure que la survie des patients n'ayant pas été désobstrués à TNM égal. Donc on voit bien que l'obstruction est en lui-même un facteur négatif. Ce facteur négatif est levé par l'endoscopie interventionnelle. Vous voyez ici dans cette très belle étude de Chest en 2006, deux groupes de patients ayant une obstruction bronchique centrale traités par endoscopie interventionnelle et des patients appareillés même stade TNM qui eux n'avaient le même cancer mais pas d'obstruction bronchique. Et on voit que les deux courbes sont l'une sur l'autre, ce qui signifie que l'endoscopie interventionnelle a donc empêché l'élément négatif de l'obstruction bronchique. Quel résultat globalement on obtient? Eh bien, on obtient une désobstruction d'environ 85 à 90% des cas, une amélioration des FR, une durée de bénéfice d'environ 3 mois si bien sûr aucun autre traitement n'est proposé, une amélioration de la survie qui est probable, il n'y a pas d'études randomisées des obstructions contre rien du tout, et certainement une réduction du risque de défaillance avec un prix à payer relativement limité, puisque vous voyez que le décès est a priori largement inférieur à 1%. Les situations des fistules sont des situations complexes et généralement la fistule n'est pas traitée par l'endoscopie interventionnelle. Les prothèses que nous pouvons mettre n'ont pas d'étanchéité. Donc le premier
problème quand on a des fistules avec l'œsophage, c'est que la première chose à faire, c'est de faire mettre une prothèse œsophagienne. Ici, la prothèse œsophagienne est en place et on peut rajouter éventuellement une prothèse trachéale ou bronchique pour tenir finalement coincer la fistule entre les deux prothèses. Mais comme vous le voyez ici, nos prothèses n'ont pas d'étanchéité et donc en elles-mêmes ne peuvent pas occlure une fistule. La situation des carcinoïdes est une situation qui m'a valu de très nombreux débats avec les chirurgiens dans de multiples congrès, et notamment la situation des carcinoïdes typiques, et nous défendons volontiers l'endoscopie interventionnelle curative dans les carcinoïdes typiques. Je vais vous montrer juste l'organigramme décisionnel de notre service, qui n'est pas l'organigramme médical, mais qui est l'organigramme médico-chirurgical de notre staff. Donc en gros, quand on a une tumeur endobronchique, on va resséquer et on va traiter le pied d'implantation. Si c'est un carcinoïde atypique, pour nous, ça reste une indication chirurgicale. Mais il y a des équipes, notamment l'équipe d'Amsterdam, qui proposent aussi d'emblée la thérapeutique médicale, ne s'adressant à la chirurgie qu'en cas de rechute. Nous allons directement à la chirurgie, l'endoscopie interventionnelle servant à limiter au maximum la résection nécessaire, tout en passant évidemment à distance et avec un curage ganglionnaire. Si c'est un carcinoïde typique sur l'ensemble de la pièce, nous regardons si le scanner montre que la lésion est bien uniquement endoluminale, on vérifie qu'il n'y a pas d'extension ganglionnaire médiastinale et à ce moment-là, on propose l'endoscopie interventionnelle curative avec une surveillance très soigneuse jusqu'à 5 ans et évidemment, à la moindre rechute, on propose au chirurgien. L'extraction des corps étrangers, c'est un grand classique, bien sûr, de l'endoscopie interventionnelle. Vous avez les avantages et les inconvénients du rigide et du souple. On ne va pas redétailler parce que malheureusement, on n'a pas le temps. Juste pour vous montrer un des intérêts de la cryothérapie. La cryothérapie permet de coller le corps étranger et d'une façon très élégante de le sortir, souvent sur des corps étrangers mous, par exemple des morceaux de viande ou des résidus alimentaires qui sont extrêmement difficiles à sortir à la pince, alors que la cryothérapie permet de les coller et de les remonter dans la voie aérienne. Ici, en l'occurrence, c'était un morceau de fromage. Passons maintenant aux sténoses bénignes. Vous savez qu'il y a deux types de sténoses bénignes, souvent post-intubation. Des sténoses en diaphragme, où finalement l'armature de la trachée n'est pas malade, et des sténoses plus complexes, où il y a un effondrement d'un ou de plusieurs anneaux trachéaux. Dans les sténoses en diaphragme, ici par exemple un diamètre d'environ 3 mm, vous voyez par rapport à la taille du bronchoscope rigide qui fait un peu plus de 10 mm. Le premier temps consiste à faire des points de faiblesse dans cette membrane, soit au laser, soit plus simplement maintenant avec un ciseau qui va permettre de couper la membrane, puis ensuite de faire la dilatation de la sténose pour obtenir le diamètre. Quand on regarde les résultats, ici c'est un organigramme décisionnel qui a été publié il y a quelques années et qui a été un peu optimisé au fil du temps. Soit on a une sténose en diaphragme et on pense que l'endoscopie interventionnelle peut être curative. On est ici 60%, mais c'est au moins 80% maintenant, sans problème. Et on peut aller jusqu'à 3 gestes successifs d'endoscopie interventionnelle. Si par contre on a une sténose complexe, donc je vous le rappelle avec un effondrement de l'armature, il faut mettre une prothèse. Et en gros, plus on laisse cette prothèse longtemps, plus on va être efficace. Actuellement, on laisse 18 mois et les derniers résultats, c'est presque 75% de guérison. Donc après l'ablation de cette prothèse, soit il y a une récidive, soit le patient est opérable, soit il n'est pas opérable. Je vous rappelle quand même que le traitement curatif d'une sténose trachéale, c'est d'abord la chirurgie. Alors les nodules périphériques, c'est un domaine en pleine expansion. La question, bien sûr, c'est comment aller vers ce nodule périphérique pour pouvoir en proposer un traitement. Donc ici, je vous montre ce que je fais chez moi avec la navigation électromagnétique. Donc la machine donne le chemin virtuellement pour aller jusqu'à la lésion et on n'a qu'à le suivre ensuite avec l'outil de prélèvement. On peut aller vraiment, si le scanner est de bonne qualité, jusqu'au contact du nodule. Vous voyez ici à 0,3 cm du centre du nodule. Et bien évidemment, quand on est sur le nodule, on va le biopsier. Mais la question maintenant, c'est pourra-t-on le traiter et avoir un traitement curatif? Alors la réponse n'est pas dans le rêve, puisque c'est déjà clairement le cas en mettant ce qu'on appelle des marqueurs fiduciaires autour de la lésion, qui vont permettre ensuite de l'irradier de façon beaucoup plus ciblée par un cyberknife. On peut aussi mettre ces marqueurs en utilisant un échographe linéaire. Mais plus intéressant,
c'est que l'on va pouvoir maintenant descendre dans la voie aérienne guidée par le système, soit des sondes de radiofréquence. Il y a déjà des études publiées par les Japonais pour détruire la tumeur. Nous allons commencer avec un système de micro-ondes en activant les antennes émettrices qui sont en fait les 3 balises que l'on a mis autour de la tumeur et qu'on va pouvoir activer de l'extérieur pour détruire ce qui va être à l'intérieur de ce triangle. On peut également placer un cathéter de cryothérapie ou on peut faire des ablations thermiques, par exemple avec de la vapeur d'eau, puisque c'est déjà proposé dans le traitement de l'emphysème. Passons maintenant aux maladies obstructives. L'un des progrès importants de ces dernières années, c'est l'arrivée de la thermoplastie. Donc vous voyez le système, on a ici une petite cage métallique qui génère de la radiofréquence, et cette radiofréquence va permettre de détruire le muscle lisse bronchique. Vous voyez ici le muscle lisse bronchique d'un patient asthmatique qui est hypertrophié et la destruction après par radiofréquence. Donc on fait généralement 3 séances, 2 semaines d'intervalle. Il y a 3 études randomisées qui ont prouvé l'efficacité et ont réduit les exacerbations, les doses de corticoïdes, on améliore la qualité de vie. C'est réservé bien sûr aux asthmes sévères et maintenant c'est intégré dans le GINA comme une thérapeutique de ces asthmes sévères. Autre élément, bien sûr, c'est le traitement de l'emphysème. Tout le monde a entendu parler de ces techniques qui agissent en fait sur la distension thoracique en faisant un peu ce que les chirurgiens faisaient précédemment avec la réduction de volume de l'emphysème. Plusieurs techniques. L'une des techniques, ce sont ces valves unidirectionnelles qui vont s'ouvrir à expiration pour permettre à l'air de sortir du lobe atteint et se fermer à inspiration pour empêcher l'air d'y rentrer. On va donc entraîner progressivement une atélectasie de ce lobe, donc réduire le volume pulmonaire. Les premiers essais, vous savez, c'est l'étude de Vent qui a été publiée en 2010 dans le New England Journal. Et cette étude a montré des choses très intéressantes. Finalement, un résultat qui était relativement médiocre dans un certain nombre de sous-groupes, mais un groupe pour lequel on avait une très bonne efficacité, c'était des patients qui avaient une hétérogénéité de l'emphysème importante, pour lequel la valve était posée au bon endroit et surtout qui avait des scissures complètes. Et en fait, on a compris, bien sûr, que si la scissure était incomplète, ça ne servait à rien de boucher un lobe, puisque l'air ventilait le lobe par le lobe d'à côté. Et donc, on a développé des techniques, et notamment des techniques informatiques à partir du scanner, qui vous permet, que, par exemple, dans ce système, d'analyser de façon automatique les scissures, de façon à savoir si elles sont complètes ou pas. Et c'est un critère qui permet de sélectionner les patients qui vont pouvoir être éligibles pour les valves. Un deuxième système, c'est le système Chartis. Ceci, donc, l'on va occlure avec un ballon les bronches que l'on veut boucher et on va regarder le débit d'air qui ressort à ce niveau-là. Et si le débit est important, ça veut dire que le lobe reste ventilé. Donc on voit ici, quand il n'y a pas de ventilation collatérale, une jute en orange ici des débits quand on gonfle le ballon. Alors qu'ici, s'il y a une ventilation collatérale, vous voyez qu'on garde un flux aérien à travers le ballon, ce qui signifie que en fait la scissure n'est pas étanche. Les deux techniques sont parfaitement complémentaires et les derniers essais montrent que si l'on combine les deux effets en même temps, on observe d'excellents résultats en termes de qualité de vie, en termes de VMS, en termes de distance de marche en 6 minutes, des résultats extrêmement pertinents dans au moins 75% des cas. On a pu maintenant sélectionner les bons répondeurs à ces thérapeutiques. Il y a un prix à payer quand même de ces techniques, c'est un haut risque de pneumothorax, parce qu'évidemment, puisqu'on rétracte brutalement le lobe, eh bien, on peut entraîner ce pneumothorax, ce qui est d'ailleurs pas du tout quelque chose de péjoratif, puisqu'en fait, c'est les meilleurs répondeurs qui vont faire ce pneumothorax. Deuxième technique possible, c'est les coils ou spires, qui sont, vous voyez, des ressorts métalliques en nitinol qui vont être mis à l'intérieur de la voie aérienne en périphérie et dont le but est finalement d'augmenter le recul élastique qui est perdu dans l'emphysème. Nous avons publié cette étude Revolins en France, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était début 2016, et vous voyez qu'on obtenait une amélioration significative de la plupart des paramètres chez les gens traités par rapport au contrôle, avec quand même une perte à 12 mois des résultats en termes de distance de marche, et on vient de publier les résultats à 2 ans. Au bout de 2 ans, pratiquement, il n'y a plus que la qualité de vie qui est meilleure dans le groupe traité par rapport au groupe contrôle. On a un prix à payer, c'est des pneumopathies qui sont relativement importantes.
Voici l'algorithme décisionnel que nous proposons, qui a été légèrement modifié maintenant, puisque le VR est à 175%. Mais en gros, c'est technique chez des patients qui ont des BPCO sévères à très sévères, un DLCO supérieur à 20% et une grande distension thoracique. Donc on analyse le scanner plus ou moins le système Chartis. S'il n'y a pas de ventilation collatérale, on peut proposer les valves ou la chirurgie. Il y a une ventilation collatérale, à ce moment-là, pas de place pour les valves, on peut avoir les spires, la vapeur, mais je n'ai pas eu le temps de vous en parler, ou la chirurgie. Et les patients les plus graves, avec une DCO très basse, une hypertension pulmonaire, sont plutôt éligibles pour la transplantation pulmonaire. Pour terminer, juste cette petite phrase de Chevalier Jackson qui, j'espère, ne s'applique pas à vous ce matin, et je vous remercie pour votre attention. Merci M. Bernion pour cette excellente exposé. C'est riche et si constructif. Et je passe la parole à la fin pour d'autres questions. Merci M. Bernion. J'ai deux petites questions. Pour les sténoses post-intubation, est-ce que vous attendez que le patient soit symptomatique, vous exigez 50% de réduction pour aller faire un geste, ou bien vous le faites systématiquement quelquefois? Alors, l'endoscopie interventionnelle est par principe généralement une technique appliquée chez les gens symptomatiques. Si la sténose n'est pas symptomatique, je pense qu'il n'y a pas de nécessité de la traiter, et effectivement on retombe à peu près à 50% de réduction de la voie aérienne, en sachant qu'on peut être très symptomatique avec plus de 50%, avec moins de 50% s'il y a une maladie associée et qu'en fait au temps expiratoire le diamètre est inférieur à 50% ou la toux. Mais en termes général, on attend que le patient soit symptomatique, en sachant que quand il le devient, il faut se dépêcher, parce que vous savez que la résistance des voies aériennes est à puissance 4 du rayon, de la loi de Boiseuil, et donc ça veut dire que dès qu'on va perdre 50% du diamètre, on va multiplier par 16 les résistances, donc il faut aller très vite. En gros, quand on passe l'endoscope de diamètre standard dans la voie aérienne, le patient est asphyxique, on est dans une situation d'intervention d'urgence. Merci. La deuxième question, quand vous enlevez la prothèse après avoir été malade pendant 2 à 18 mois, est-ce que vous avez des signes de son médias en main pour vous enlever la prothèse, ou bien attendre un peu pour évaluer Alors, bien sûr, si au moment où on enlève la prothèse, la trachée s'affaisse immédiatement, ça veut dire qu'il n'y a plus d'armature, et donc à ce moment-là, il faut en remettre une de suite. Sinon, si le diamètre reste convenable, on attend, on surveille le patient, et où ça se passe bien, ou alors on va avoir réapparaître la sténose. Et moi j'ai des gens qui ont récidivé la sténose 2 ans par exemple, après avoir enlevé la prothèse. On dit qu'on a gagné 2 ans. Là c'est des gens qui ne sont pas opérables, parce que s'ils sont opérables, je pense qu'il faut les proposer aux chirurgiens. 2 remarques du chirurgien, évidemment. D'abord, pour les carcinoïdes, je pense que vous l'avez bien expliqué, il faut le rappeler, c'est que seuls les tumeurs strictement endobronchiques sont des ressorts d'un endoscopiste. Malheureusement, la plupart des carcinoïdes sont des tumeurs en iceberg, et il ne faut pas oublier ce qu'il y a au-delà. Et donc, l'objectif de l'endoscopie est évidemment de déboucher, ce qui peut faire gagner un lobe dans certaines circonstances, quand vous avez un bâton de cloche qui remonte dans l'axe bronchique. La deuxième remarque à propos des sténoses post-intubation. Là aussi, quand je vois l'arbre décisionnel de nos amis qui fait plusieurs actes chez les malades sur plusieurs mois, etc., et puis pour aboutir à une endoprothèse de 12 à 18 mois avec possibilité de récidive, moi je dis qu'il faut d'emblée différencier les sténoses courtes, qui sont en gros remaniement, des sténoses complexes. Les sténoses complexes doivent être discutées d'emblée pour un traitement chirurgical. Les autres peuvent être proposés au traitement endoscopique, évidemment, en tenant compte de l'état du patient. Les patients opérables, de toute façon, en étant palliatif, en restant palliatif. Mais chez les patients opérables, il ne faut pas oublier que la chirurgie résout le problème en une semaine, tout compris, alors que les autres techniques peuvent faire durer le plaisir, si j'ose dire, pendant des mois, sans être efficaces à 100%. Je pense que vous avez tout à fait bien fait de le rappeler. J'ai essayé de le dire, mais il faut le dire. Tous ces patients sont discutés en staff médico-chirurgical. On a chacun une approche complémentaire, et une sténose courte chez quelqu'un en bon état général, c'est une indication chirurgicale. Par contre, si c'est quelqu'un qui est polytraumatisé, on peut envisager en pont, avant de pouvoir lui proposer la chirurgie, un geste endoscopique. Voilà, et c'est pareil pour les tumeurs et les carcinoïdes typiques qui sont éligibles à l'endoscopie interventionnelle. Ça représente
en gros 10% ou 15% maximum de tous ceux que l'on voit. Et l'endoscopiste interventionnelle est d'abord le premier pourvoyeur pour le chirurgien. C'est clair. Merci. D'abord, je dois vous féliciter pour cette excellente conférence. Merci. 2 questions de sujet, pardon. La première question, c'est est-ce que vous avez un recul sur les carcinomes endologiques, c'est-à-dire du suivi involontaire? Et la deuxième question, c'est pour les sténoses complexes, vous savez qu'il y a plusieurs variétés. Et qu'est-ce que vous faites exactement en traitement de ça? Alors pour les carcinoïdes, on a fait notre première publication dans Chest en 2006 et on avait déjà 5 ans de recul pour les gens qu'on a publiés. Là, je continue à suivre ces patients, donc c'est des gens pour lesquels j'ai plus de 15 ans de recul maintenant. Toutes les études qui ont été publiées sont des études avec un recul d'au moins 5 ans. Alors pas un carcinoïde typique, 5 ans c'est pas très long, hein, on est bien d'accord, mais évidemment, on ne peut pas, avec une nouvelle méthode, avoir d'emblée le même recul qu'avec la méthode, je dirais, historique. Je crois qu'il faut être extrêmement vigilant, et je pense que tout le monde me tomberait dessus si je faisais une promotion d'une technique potentiellement dangereuse. Très honnêtement, j'ai eu un seul patient dans le suivi, j'en suis à peu près à 40 actuellement, un seul patient qui a eu un doute sur une récidive, je l'ai fait opérer et il n'y avait pas de récidive. C'était je dirais une interprétation un petit peu délicate des biopsies bronchiques. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment discuté et il est hors de question d'en faire une promotion générale. Je dis juste dans certains cas, pour des patients très sélectionnés, avec une lésion endoluminale pure, avec un tout petit pied, c'est une méthode qui est une alternative possible. Voilà. Et pour les sténoses complexes, souvent, on va nous confier des patients avec des sténoses vraiment très très longues pour lesquelles la chirurgie est très difficile à faire, ou un patient trop fragile, et à ce moment-là, on va mettre une prothèse pour finalement remplacer l'armature insuffisante, en espérant qu'avec le temps, il y ait une organisation de la sclérose fibreuse autour de cette prothèse, un peu comme un tuteur partiel, finalement, comme on va le faire dans une fracture en attendant la cicatrisation, mais il y a beaucoup d'échecs quand les sténoses sont longues. Par rapport à l'anesthésie, c'est souvent une anesthésie générale ou locale? Alors, pour l'ensemble des gestes que je vous ai montrés, c'est la plupart du temps une anesthésie générale, y compris maintenant pour la thermoplastie en raison du risque d'exacerbation, et ceux qui l'ont fait sous local n'ont pas pu le faire. On peut faire des gestes sous anesthésie locale pour des petites lésions avec des gestes limités. Évidemment, chaque fois qu'on va utiliser un bronchoscope rigide, c'est sous anesthésie générale. La pose des spires, la pose des valves, c'est sous anesthésie générale.